Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Cette fois-ci, nous allons à la fois parler plateformes de streaming et séries dans un format que je voudrais un petit peu plus chill que d'habitude. En fait, j'ai juste envie de bavasser et de parler de la série Stranger Things qui fait son grand retour avec sa saison 4, la première partie qui est sortie la semaine dernière, la seconde partie qui arrive début du mois de juillet. J'ai vraiment envie d'échanger avec vous sur plusieurs sujets autour de Stranger Things. Ça va être une vidéo beaucoup plus détendue que d'habitude. C'est plus, je vais vous exprimer mes impressions parce que j'ai fait l'effort, et je dis bien le mot effort, de re-regarder la saison 1 et la saison 2 de la série, également de découvrir la saison 3 la semaine dernière. J'ai des choses à dire, comme d'habitude j'ai des choses à dire, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors Stranger Things, c'est un peu la série phare de Netflix, c'est le gros succès Netflix par excellence. Ils en ont d'ailleurs fait une tête d'affiche, on va dire une série représentative de ce qu'ils voulaient produire pendant une période. Je suis pas sûre qu'ils soient toujours dans la même visée, ils font des trucs beaucoup plus cheap, je dirais, que ce qu'ils nous avaient proposé dès la première saison de Stranger Things ces derniers temps. Mais voilà, Stranger Things, c'est vraiment la tête d'affiche de Netflix, et c'est une série qui est un petit peu symptomatique, je pense, des projets, plutôt des changements de projets de la plateforme Netflix. Donc c'est une série d'horreur, de science-fiction, très sympathique, hein. Franchement, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Elle est dirigée par Shawn Levy. Moi, Shawn Levy, je l'aime beaucoup parce qu'il a travaillé sur Real Steel, qui est un film de science-fiction un petit peu dystopique que personnellement j'aime bien parce qu'il est original et qu'il est sans prétention et très agréable. Et c'est aussi celui qui est derrière La Nuit au musée, vous savez, cette saga de films qui est quand même très sympathique, très familiale, etc. Et je pense que Shawn Levy, il a un style cinématographique très efficace, et là, en tant que producteur, il a su choisir un projet qui était efficace et qui allait marcher dans le contexte. La série a débuté sur Netflix en 2016, en juillet 2016, donc en plein été. Et en 2016, c'est vraiment le moment où Netflix est en plein boom d'abonnements. La plateforme commence à intéresser de plus en plus. Moi, c'est à cette période-là que je me suis abonnée, donc je me base sur ma propre expérience, mais c'est à ce moment-là que Netflix faisait le plus parler d'elle en tant que plateforme et était le plus dans un mouvement de gain d'abonnés. Je pense qu'il y a eu aussi un effet confinement en 2020, mais là en ce moment en 2022, on est en chute libre au niveau des abonnés, simplement parce que l'effet Netflix ne fonctionne plus. La première saison fait 8 épisodes, les saisons, il y en a 4 actuellement, faut entre 8 et 9 épisodes. C'est plutôt sur la durée d'épisodes qu'on va jouer, puisque sur des épisodes qui étaient sur 45 minutes, 1 heure sur la première saison, et là dans notre 4e saison, sur des épisodes de 1h10, 1h20, voire 3 heures pour le dernier épisode de la saison. Donc en fait, on est passé de la saison 1 d'une production de série, d'épisodes de série qui se tiennent en fait sur une saison, à la production à la saison 4 d'une série de films, plus que d'une série d'épisodes tout court. Je veux dire, quand chaque épisode fait 1h20, 1h20 c'est une durée très honorable pour un film dans les années 80-90. Donc on sent vraiment qu'il y a un décalage, il y a un glissement, et j'aimerais vous en parler parce que c'est aussi ce qui fait que pendant un moment j'ai complètement arrêté Stranger Things en fait. Donc actuellement la série compte 32 épisodes, 2 épisodes vont sortir début juillet et compléteront donc la seconde partie de la saison 4. Et il a été récemment annoncé qu'une saison 5 allait arriver et que cette saison 5 serait la dernière de la saga, même si personnellement je n'y crois absolument pas. Déjà, quand on voit l'engouement pour la saison 4, je ne crois absolument pas Netflix quand ils nous disent qu'ils vont arrêter après la 5. Il va probablement avoir des spin-offs, des séquels, des préquels, des reboots, des je sais pas quoi. Netflix ne sait pas s'arrêter dans ses productions, et là, ils ont un univers qui est ultra lucratif, qui fonctionne très bien, qui est de qualité, hein. Il y a un appel et la série est appréciée, mais c'est pas sans raison, hein. La série est très sympathique. Mais ce que je veux dire, c'est que Netflix ne sait pas ne pas profiter d'une manne financière. Et cette manne financière, elle est présente, elle est active. Là, avec la sortie de la saison 4, on a tout le merch Stranger Things qui est en train de revenir. J'ai rien à dire, hein. Moi j'ai un t-shirt Stranger Things qui date de la première saison. Il y a tout le merch qui est en train de revenir, qui est en train de réapparaître, et les gens consomment le merch, et les gens consomment la série, et on en parle sur les réseaux, j'en parle moi-même, donc je participe à ce mouvement. Et Netflix ne sait pas renoncer à ça, et je pense qu'ils ne sauront pas renoncer à la série Stranger Things quand elle sera terminée à la saison 5. Personnellement, si j'analyse le succès de la série Stranger Things, je pense qu'elle s'inscrit totalement dans la vibes nostalgique qu'il y avait dans les années 2010. J'en ai parlé dans ma vidéo de lundi, là, juste avant, quand j'ai parlé de Jurassic Park et du reboot avec Jurassic World. On peut citer les Amazing Spider-Man, puis le retour des Marvel, bon, qui commence à la fin des années 2000, mais on sait que Marvel est relativement précurseur de ce genre de mouvement.
il va y avoir le préquel de la planète des singes, et ensuite il y a tous les reboots qu'on a maintenant, que ce soit au niveau des films d'horreur avec Vendredi 13, avec Carrie, etc., que ce soit au niveau des films de super-héros, que ce soit au niveau des films d'action, que ce soit au niveau de la science-fiction avec Dune qui est revenu. Le film est excellent, je critique pas le fait de faire des reboots, mais je dis qu'il y a un mouvement. Est-ce que ce mouvement vient d'un manque d'imagination? Est-ce que ce mouvement vient d'une demande nostalgique de la part des populations? Je pense que les deux y participent, parce que clairement, Stranger Things, c'est pas un manque d'imagination, puisqu'on reboot rien du tout, on crée une histoire originale qui s'inspire de plein de références, mais on crée une histoire originale qui répond à une demande. Cette demande, elle est à la fois celle d'une population qui a grandi dans les années 80-90, qui est actuellement au maximum de sa capacité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils ont 30-40 ans dans ces eaux-là, qui ont un travail, qui ont une situation stable, etc. Et on va aller chercher cette population-là avec l'appel nostalgique pour profiter de cette manne financière. Cette population qui est en demande de cette manne nostalgique, puisque on vit quand même depuis les années 2000, depuis le retour du terrorisme, des attentats de façon très massive, la crise financière, etc. Des moments qui sont assez durs au niveau de l'actualité et qui vont participer forcément à un repli. Les gens vont se replier sur ce qu'ils aiment, sur ce qui les rappelle leur jeunesse. Donc forcément, il y a ce mouvement vers la nostalgie. Et il y a aussi une jeune génération 2000-2010, qui va ressentir un attrait pour cette culture vintage qui a été remise à la mode. Comme tous ces autres films qui rebootent, ils profitent de ce mouvement et Stranger Things va en profiter extrêmement largement, puisque eux, ils ne se basent que sur un aspect nostalgique. On va surfer sur du Lovecraft, on va surfer sur du Carpenter avec The Thing, on va surfer sur du Stephen King. Ne serait-ce que les titres, le chapitrage de chaque épisode. Chaque épisode est en fait un chapitre. Ce chapitrage rouge comme ça avec ses grosses lettres, c'est 100% du Stephen King. Donc clairement, on s'inscrit là-dedans. Et on va aussi chercher un style à la Cameron, un style à la Spielberg, un petit côté E.T. avec ses jeunes des années 90, un petit côté Super 8. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement de fond de s'irriguer de ces références cinématographiques, de ces références littéraires, de ces références de pop culture, et de les ramener sur le devant de la scène. Et ça, c'était la réussite de la saison 1. On est en 1983, on est à Hawkins, petite ville américaine qui est la base du début de tous les films américains dans les années 80-90. Très peu de gros films se passent dans des grosses villes. Dès qu'il y a des petites intrigues, un petit peu science-fiction, un petit peu complot, machin, ça se passe dans la petite ville américaine. Donc là encore, c'est très classique, c'est très cliché. Et là, qu'est-ce qu'on nous balance? Contexte de guerre froide, MK Ultra, super pouvoir, le côté un petit peu zone 50, un petit peu mystérieux, ce côté qui a irrigué toute la période de la guerre froide, avec le conflit un petit peu larvé, et les pauvres petits habitants d'une ville qui se retrouvent malgré eux instrumentalisés par des forces qui les dépassent, qui est des forces qui sont géopolitiques, qui sont scientifiques. Vous savez, ce fameux effet blouse blanche, ça c'est super classique et c'est hyper efficace comme scénario. En plus, les héros sont des jeunes, donc on va aller directement toucher un public jeune, mais on va séduire, comme je vous l'ai déjà dit, le public adulte avec des références qui leur appartiennent. Enfin, il y en a pour tous les goûts, il y a les jeunes ados un peu perdus, il y a les mamans un peu inquiètes, mais qui jouent au MILF, enfin ça c'est surtout dans les dernières saisons, mais vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts et la série fonctionne. On remarque d'ailleurs qu'au casting, ils prennent pas vraiment de tête d'affiche, ils ont pas vraiment un acteur en particulier qui va ressortir. Alors Millie Bobby Brown va devenir un petit peu l'égérie de la série, mais elle est pas du tout connue quand elle apparaît, donc vraiment ils savent très bien que c'est le sujet qui va plaire, ils ont pas besoin d'aller chercher de la tête d'affiche, et d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup de com avant la sortie de la première saison. La première saison a fait son succès par elle-même, et elle a pas eu besoin de sortir en 2 parties pour maintenir l'intérêt de ses spectateurs, n'est-ce pas Netflix ? Mais là où le bas blesse, c'est que clairement cette première saison ne nécessitait pas de suite. Elle pouvait très bien vivre par elle-même, la fin est assez sympathique, ouverte sans l'être trop, et moi je ne voulais pas de suite à Stranger Things, parce que je trouvais que la saison 1 se suffisait à elle-même. Mais Netflix ne peut pas supporter qu'une série qui marche n'ait pas de suite. Ce n'est juste pas possible. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec des trucs La Casa des Papel, où déjà, bon, la saison 1, moi j'ai pas aimé, mais je comprends qu'on ait pu apprécier la saison 1, mais avec des trucs qui traînent en longueur, qui sont sans queue ni tête, parce que c'est la magie de la nouvelle saison et qu'on trouve toujours une pirouette, un machin, pour attacher au sujet principal. Et le problème, pour moi, l'énorme problème de Stranger Things, ça a été cette saison 2. Je ne l'attendais pas, je n'en voulais pas, je l'ai regardé, ça ne m'a pas plu. Les nouveaux personnages, oui, d'accord, ils sont sympathiques, mais tout le monde est cliché là-dedans. J'ai l'impression que la saison 2 est complètement artificielle. Enfin, moi, je l'ai re-regardé là, la saison 2 est complètement artificielle. Bon, sans parler de l'épisode 7 sur la sœur perdue, qui est le pire épisode de l'humanité, je vous jure, là, lors de mon revisionnage, je l'ai passé en mode vitesse rapide. Je supporte pas ce qui était beau, en fait, dans la première partie. C'était ce petit groupe de jeunes qui sont un petit peu les mis de côté du lycée, ceux qui sont un petit peu zarbis, si vous voulez, qui jouent au JDR, qui sont soudés et qui vont tout faire pour retrouver leurs potes. Et là, on nous éclate le groupe. Où est l'intérêt, les gars ? Moi, je vais vous dire où est l'intérêt. Faire une suite, et encore une suite, et encore une suite. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand la saison 3 est sortie, je ne l'ai pas regardée. Parce
que pour moi, la série, elle avait perdu de son réalisme, elle avait perdu de son empreinte, de son innocence en fait, qu'on avait dans la saison 1 et qu'on n'avait plus dans la saison 2. Et je suis restée butée jusqu'à, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, sortie de la saison 4, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui trouvent que la saison 4 est génialissime, que enfin la série reprend un petit peu du poil de la bête, que enfin ils font quelque chose d'un petit peu original, d'un petit peu différent. Et j'avoue que ça m'a tenté. Je suis tombée dans le panneau, clairement, après c'est pas plus mal non plus, et je me suis tout re-regardé. J'ai re-regardé la saison 1 que j'ai redécouverte avec grand plaisir et qui avait toujours cette fraîcheur et cette innocence des débuts. J'ai re-regardé la saison 2 qui est une purge mentale. Elle n'est pas atrocement nulle, mais par rapport à la 1, c'est dur à regarder parce que vraiment ça sent l'artificiel, ça sent le truc qu'on a monté de toutes pièces sur un coin de table parce que la première avait marché et qu'il fallait vite profiter de la manne et vite relancer la machine pour sortir la 2. On voit bien que la saison 1 c'est 2016, la saison 2 c'est 2017. Après, une fois que ça s'est bien installé, pour la saison 3 ils ont quand même pris 2 ans puisqu'ils l'ont sorti en 2019 et pour la saison 4 ils ont carrément pris leur temps. Bon, il y a eu aussi le Covid entre temps, mais pour la saison 4 ils ont carrément pris leur temps. Mais vraiment cette saison 2 pour moi elle est profondément bâclée et elle représente vraiment ce que fait Netflix avec ses licences qui fonctionnent. La saison 3, j'ai un peu plus adhéré. On va un petit peu plus vers l'horreur, on a des jolis refs, une jolie ref à Terminator. Dans la saison 2, il y avait une ref à Ghostbusters qui était d'une finesse tellement absolue qu'ils ont littéralement mis la musique à la fin du premier épisode. Enfin bon bref, je m'énerve contre la saison 2. La saison 3, il y a des petites références à Terminator, il y a des petites références à La Nuit des Morts Vivants. Surtout, il y a des références à The Thing qui sont absolument amazing. Et là, j'avoue, j'ai eu le smile. Pas au début, je trouvais que c'était assez lent. L'arc de Nancy est pas particulièrement intéressant. Une fois encore, le groupe est quasi exploité, je veux dire, bon, c'est surtout Dustin qui est de son côté, mais bon, une fois encore, on retrouve pas l'unité et la fraîcheur qu'on avait dans la première saison. L'arc de Nancy et de Jonathan est absolument insupportable, enfin, je veux dire, où ils essayent de les mettre dans une pseudo-vie active, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais la relation entre Hopper et Eleven est très belle, et je trouve qu'elle se développe avec une grande finesse, pour le coup, ils prennent le temps, ils vont pas trop vite, et c'est très beau à regarder. Surtout, c'est gore! Et c'est trop bien! Parce que c'est gore, parce que ça, c'est l'esprit de la première saison. Évidemment, je vous ai dit, il y avait une stratégie de faire une série qui s'inscrivait dans la demande du public, mais on parlait de JDR de façon décomplexée, et ça plaît pas forcément à tout le monde, même si aujourd'hui la tendance geek, je mets des guillemets parce que je trouve ça un peu angoissant, la tendance geek existe, bon, il y a encore pas beaucoup de gens qui font du JDR. Moi, à mon époque, quand on faisait du JDR, on n'avait pas intérêt à le crier trop sur tous les toits. Je viens d'un petit lycée, d'un petit collège de campagne. Enfin, de toute façon, j'étais la chelou du lycée parce que j'avais des colliers de chiens et que je lisais des mangas. Surf aussi sur cette mode où le geek est devenu tendance. Le geek à lunettes est devenu le nouveau beau gosse vampire du lycée. Tout arrive, le cycle de la mode, tout ça. Je suis en train de me perdre dans mon argumentaire. Cette saison 3, on renoue quand même avec un côté où la série n'essaye pas de se vendre. Alors, il y a toujours ce côté très merchandising, surtout autour du centre commercial, etc. Mais j'ai presque l'impression qu'ils s'autocritiquent avec l'image qu'ils donnent du centre commercial. Mais le pire truc, non, parce qu'il y a quand même un truc très grave dans cette saison 3, c'est que dans cette saison 3, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus... Autant la première saison était vaguement réaliste, autant la seconde saison se tenait à peu près. Si on part du postulat, évidemment, qu'il existe les expériences de MKUltra, etc., ça se tenait. Mais alors là, le délire avec les Russes, les grands tunnels et les gamins qui arrivent à pénétrer dans des trucs ultra secrets, I'm sorry, no. Absolutely not. Heureusement que vous m'avez mis une grosse créature bien dégueulasse parce que sinon vous m'aviez perdu. Déjà que je redonnais une chance à la saga, alors il fallait pas trop m'en demander non plus. Déception également sur le fait que le monde à l'envers, on sait toujours pas où il est. J'espère qu'il va revenir pour la saison 4 parce que je suis inquiète. Je me demande s'ils l'ont pas juste anéanti, ce magnifique monde à l'envers très sympathique, peuplé de personnes très agréables. Je trouve que Netflix se rattrape avec cette saison 3. Honnêtement, je suis pas très hypée par la saison 4. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la série prenne un cours un petit peu plus adulte, un peu moins adolescent. C'était normal au début parce qu'ils étaient très jeunes les héros, mais là, les héros sont en train de grandir. Et j'aimerais vraiment que la série aille sur quelque chose de plus adulte et surtout qu'elle s'enfonce dans cette horreur à laquelle elle fait référence depuis la saison 1, qu'elle a complètement dénigrée dans la saison 2. La saison 2, c'est super gentil, les gars, c'est ultra gentil. Les petits chiens zombies, là, non mais sérieusement. Qu'elle a complètement négligé dans la saison 2, sur laquelle elle revient dans la saison 3 avec un côté vraiment cracrameumeux quand même, bien... Vous voyez, un petit peu, il y a de la chair quoi, on est très The Thing. Et j'aimerais vraiment qu'on s'enfonce là-dedans dans la saison 4 et qu'on assume de faire un show pour adultes, pour public averti. Enfin voilà, qu'on assume le projet de base au lieu d'essayer de vendre un produit. Malheureusement, au vu de la com qu'il y a autour de la saison 4, puisque moi j'ai vu que la com, j'ai arrêté de suivre les actualités dès que les épisodes sont sortis pour pas me faire spoil. Côté avec des épisodes extrêmement longs, le fait de couper le truc en 2 parties pour maintenir en haleine le spectateur, parce que le problème de Netflix,
c'est le problème du binge watch, c'est-à-dire qu'ils sortent une série sur laquelle ils ont investi énormément d'argent, énormément de temps, sur laquelle ils misent pour relancer, je veux dire, leur public à ce moment-là, ou même relancer des abonnements de gens qui seraient partis et qui voudraient voir cette nouvelle saison. Malheureusement, le fait que tout sorte en même temps, et ça dure quoi, 2-3 semaines comme pic de visionnage, et après ça s'arrête. Alors avec des épisodes un peu plus longs, peut-être que ça va durer un petit peu plus. Et là, ils essayent de maintenir artificiellement l'intérêt du spectateur en divisant la série en deux, ce qui est absolument pas nécessaire, et qui montre qu'ils essayent toujours de profiter de cette manne économique. Après, évidemment, hein, Netflix, c'est une entreprise, c'est normal. Mais voilà, disons que ce côté-là, j'apprécie pas beaucoup. Les épisodes à rallonge, j'avoue que je suis pas convaincue. Moi, j'aime bien binge-watch mes séries, j'aime bien tout regarder d'un coup, j'aime m'insérer dans l'univers, voir mon machin, vivre l'expérience de la série, et ensuite passer à autre chose. J'ai beaucoup de choses à regarder, hein. Je suis quelqu'un de très occupé dans ma vie. C'était super prétentieux. Et là, avec des épisodes qui durent 1h20 à 2h, je vais pas pouvoir tout regarder en un jour, ni en un week-end, ni même en une semaine. Après, les vacances d'été arrivent, donc dans l'absolu, oui, in fact. Leur public est un public majoritairement adolescent, certes. Je suis pas convaincue par cette saison 4. Après, les gens ont l'air d'avoir des avis dithyrambiques, ça a l'air d'être exceptionnel, donc why not? Je vais lui donner sa chance, de toute façon, j'ai tout revu. Donc maintenant que j'y suis, autant voir la saison 4. J'avais envie de vous parler un petit peu de Stranger Things parce que je trouve que la série est assez symptomatique de la politique de Netflix autour de leur série, et que c'est une série que j'aime bien, vraiment. La saison 1, je l'apprécie sincèrement. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la première saison, et j'ai été dégoûtée par la deuxième saison, et en fait, ce qui m'a dégoûtée, c'est pas le contenu littéral de la deuxième saison, c'est le sentiment qu'on profite de moi en tant que spectateur que j'ai ressenti en regardant la seconde saison et qui m'a profondément déplu, c'est-à-dire que pour moi ils ont pas creusé leur sujet, ils ont pas essayé d'apporter quelque chose de plus, ils ont juste essayé de profiter de la situation, et ça m'a pas plu, et c'est malheureux parce que vous le savez, moi je défends vraiment les plateformes parce que je pense qu'elles offrent un autre mode de consommation qui est vraiment intéressant et qui permet vraiment de démocratiser l'accès à la ressource cinématographique et aux séries, et qui permet également à plein de petits réalisateurs ou de petits acteurs d'avoir autre chose que la grosse industrie du cinéma pour s'exprimer, pour se faire connaître. Je suis pas du tout dans une haine viscérale du streaming, pas du tout. Personnellement, les plateformes de streaming, je trouve ça très intéressant et je suis abonnée à pas mal de plateformes. Mais il faut faire attention à pas tomber dans la conso à outrance. Qu'on se fasse une marge quand on produit de la qualité et qu'on est respectueux du spectateur, ça ne me dérange absolument pas. Un restaurateur qui choisit de bons produits et qui me propose de bons produits et qui m'apporte une assiette propre dans laquelle il y a un beau plat, fasse une marge sur son plat, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, que McDonald's... Bon, je suis désolée de prendre l'exemple de McDonald's, ça fait un peu cliché. Un fast-food quelconque du coin de la rue qui achète des matériaux de base assez pourris, qui me sert ça dans un espèce de truc en carton avec de la sauce partout et de la salade qui gicle, et qui se fasse une marge énorme sur ce produit-là, ça me fait pas envie. Donc il faut faire attention. Écoute-moi bien Netflix, je te parle, on est sérieux là tout de suite. Netflix, attention, tu n'es pas un fast-food Netflix, tu es un restaurant. Fais gaffe. Parce que là, t'es sur la pente savonneuse, t'es en train de nous servir des nuggets, Netflix. Et honnêtement, là où je suis contente, c'est que la saison 3 ne nous sert pas des nuggets. La saison 1, c'est une bonne entrecôte. La saison 2, c'est un nugget. La saison 3, on est quand même sur un steak. C'est bien. Oui, Netflix, c'est ça. Il faut travailler sur les produits que tu vends à tes consommateurs, parce que les consommateurs, ils vont être contents et ça les dérangera pas que tu te fasses de la marge sur leur dos, vu que tu produis des trucs bien. Je suis en train de faire des métaphores filées assez perturbantes quand même. Je vais m'arrêter là pour mon long plaidoyer concernant Stranger Things et la relation entre Stranger Things et Netflix. J'espère que ça vous a intéressé, c'est une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment envie de faire un petit chit-chat autour de Stranger Things et qu'on en parle, et j'aimerais vraiment avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo en me disant est-ce que vous regardez Stranger Things, est-ce que vous aimez Stranger Things, est-ce que vous aimez Netflix, est-ce que vous aimez les plateformes de streaming, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des plateformes de streaming en ce moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Généralement, je fais des vidéos beaucoup plus construites et argumentées, mais là, c'est vraiment du chill. J'en ferai de temps en temps, si ça vous plaît. Si personne ne m'écoute et que j'ai personne avec qui échanger, c'est pas très intéressant. Si ça vous plaît, ce genre de format un peu plus détente, j'en ferai de temps en temps, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. En commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce format. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. On se retrouve très vite, c'est-à-dire samedi à 16h pour ma vidéo sur Jurassic World 3 Dominion. On a un café au lait, mais on a aussi un verre d'eau, hein, parce que c'est l'été, il faut penser à s'hydrater les enfants. Il faut s'hydrater, je dis, et j'écoute même pas... Oh, j'écoute même pas mes propres consignes. Je vous ai dit que ce serait une vidéo un peu chill et que j'allais juste discuter avec vous. Discutons. Même si techniquement je parle toute seule. Ce fut blablateux. Ce fut blablateux. Blablateux.